Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Chérifla TV. Nous sommes très heureux de vous conduire dans cette nouvelle aventure de l'information. La SNV, ou Organisation internationale de développement fondée aux Pays-Bas en 1965, en collaboration avec la direction régionale de la femme, de l'enfant et de la famille et ses partenaires viennent de procéder au lancement du projet SNV Smoke Free Zone Bamako. La cérémonie de lancement a eu lieu ce mercredi 14 janvier à la Maison de la femme, de l'enfant et de la famille de Sabali-Bougou, Télénia Traoré, Sédougnari. L'initiative Smoke Free Zone Bamako ou Sida Chichikou Kanoya en langue locale est mise en œuvre à Sabali-Bougou afin de réduire considérablement l'exposition des ménages aux fumées domestiques en encourageant une transition progressive vers les pratiques de cuisson plus propres. SNV, dans le monde entier, on est engagé à améliorer la manière de cuisson. Et ici, au Mali, spécifiquement, on a intervenu 5 ans déjà pour améliorer la cuisine propre, pour développer le marché. Et on se rend compte que, d'un côté, ça peut améliorer la coupe de bois, disons qu'on coupe moins de bois et que ça peut arrêter la désertification que nous constatons plutôt au milieu rural. Mais en plus, c'est pour les femmes, pour ceux qui fassent la cuisine. Chaque fois qu'elles fassent la cuisine, c'est qu'on fume 9 cigarettes. 9 cigarettes pour un fumeur, peut-être on va dire que c'est pas beaucoup. Mais en réalité, on est tous conscients aujourd'hui que c'est beaucoup. Et c'est pas bien pour la santé. Alors nous avons, à travers ce projet qui est plutôt une approche communautaire, nous avons pu mieux apprendre aussi les raisons qui fassent qu'on n'arrive pas vraiment à s'approprier d'une cuisine propre. Et j'espère aussi qu'avec tous les échanges que nous avons, que petit à petit, on arrive à améliorer la situation pour une meilleure santé des familles en fait. Cette initiative de la SNV ayant une durée de 8 mois a été vivement saluée par les intervenants qui se réjouissent de la venue d'un tel projet pour le bien-être de la population malienne. Donc cette initiative, ce qui est recherché, c'est une zone sans fumée. Dans ce sens, ils ont choisi les quartiers Sabali-Bougou. Et là, le travail s'est basé entre la communauté et les services techniques de l'État. C'est ainsi que nous avons programmé avec des équipes qui ont sillonné dans le secteur. Il y a 6 secteurs à Sabali-Bougou et les équipes ont sillonné l'ensemble de ces 6 secteurs. Nous sommes très contents pour l'initiative. La fumée toxique est un tueur silencieux, nous explique le président de l'Alliance malienne de la cuisson propre. Donc ce projet est le bienvenu parce que ça permet aux gens de savoir que nous sommes en danger avec les fumées du bois et du charbon de bois. Nous sommes en danger. Malheureusement, ça occupe plus de 80% de notre source d'énergie en milieu de cuisine parce que vu le niveau de revenus et le disponible de nos populations, même en milieu rural, c'est toujours la biomasse. Or la biomasse, quelle que soit la qualité de l'équipement que vous utilisez, elle va te produire de la fumée, elle va te produire du monoxyde de carbone. Mais avec les équipements de qualité que vous avez eu à visiter, qui ont été développés pendant encore plusieurs années au Mali, dont le dernier projet, c'est le MADEC, on a même développé un modèle qu'on appelle un label, qu'on a appelé Goa Plus, pour que les ménagères en allant payer leur équipement soient orientés sur les meilleurs équipements. Une prestation de marionnettistes pleine de sensibilisation et la découverte des matériels de la cuisine propre ont mis fin à la cérémonie de lancement. À noter que la SNV est présente au Mali depuis 1979 avec des bureaux notamment à Bamako, Mopti et Ségou et intervient sur tous les territoires directement ou via ses partenaires.
Avec l'évolution rapide de la technologie, les concessionnaires automobiles proposent aujourd'hui des véhicules de nouvelle génération dotés de nombreuses options visant à améliorer le confort et à séduire les clients. Parmi ces innovations, les véhicules hybrides attirent particulièrement l'attention. Notre équipe de reportage s'est penchée sur cette technologie afin d'en comprendre davantage. Mamadou Ben Chérif Soumano, Bakary Traoré pour le compte-rendu. L'évolution technologique a touché de nombreux secteurs à travers le monde au XXIe siècle et le secteur automobile ne fait pas exception à cette transformation. Les concessionnaires ont su tirer profit de cette modernisation en mettant sur le marché des véhicules intégrant des technologies innovantes, notamment les voitures hybrides qui séduisent de plus en plus la clientèle. Ces véhicules combinant moteur thermique et moteur électrique, répondant à la fois aux exigences de performance, d'économie et de respect de l'environnement. Alors vous avez un moteur donc hybride, vous avez un moteur thermique sur le véhicule. Donc c'est deux moteurs qui vont ensemble, ça veut dire à partir de 0 jusqu'à 40 km, c'est le moteur hybride qui prend le relais. Et à partir de 40 km/h, ça dépend des véhicules. Il y a des véhicules qui vont au-delà de 40 km/h. Et là, c'est le moteur thermique, donc l'essence, qui prend le relais. Donc ça permet en fait de moins consommer. Et en vérité, c'était pour répondre aux normes anti-pollution européennes. Voilà, que le système hybride a été fait parce qu'il y avait des véhicules qui ne passaient plus avec les normes anti-pollution, les restrictions qu'ils avaient imposées. Donc il y a un système hybride qui fait que les véhicules consomment beaucoup moins et donc qui permet de passer les normes anti-pollution que nous n'avons pas besoin ici au Mali, mais finalement qu'on a adapté et ça inonde aujourd'hui le marché, quoi. Une batterie hybride en moyenne, ça vaut à peu près, en euros je parle, entre 4 000 voire 6 000 euros, une batterie hybride. Ça vaut le prix d'un véhicule. Voilà, donc si elle tombe en panne, la batterie hybride, ici au Mali, on va jeter la voiture. Donc c'est le problème réellement qu'on a ici. Et donc réellement, si on a le choix, en tout cas, mieux vaut acheter un véhicule essence normale pour l'instant qu'un véhicule hybride. Selon nos intervenants, la longévité d'un véhicule dépend en grande partie de la qualité des routes, mais également de la technologie embarquée. Il estime que les véhicules hybrides permettent de réduire considérablement la consommation de carburant. Par ailleurs, ces véhicules contribuent à la diminution de la pollution de l'air, ce qui participe à l'amélioration de la santé de la population en général. Donc l'option hybride en tant que telle, c'est défini simplement, c'est que comme le véhicule a des options, il y a l'option carburant, le véhicule consomme du carburant pour se déplacer, mais aussi il y a l'option batterie lithium intégrée dans ce même véhicule. Donc c'est là où on parle d'option hybride. Ça voudrait dire que le véhicule peut marcher avec l'option batterie, mais si la batterie a une distance à parcourir, donc, et la batterie va commencer à s'affaiblir. Donc quand la batterie s'affaiblit, donc l'option carburant essence se met en marche directement et fait partir le véhicule à sa destination. Donc voilà un peu expliquer l'option hybride dans un véhicule. Bon, je dirais que c'est au Mali, je vais parler du Mali ou même de l'Afrique. Je dirais que l'option hybride est la bienvenue chez nous parce que d'abord elle est bénéfique sur le plan économique, mais aussi elle est bénéfique sur le plan environnemental parce que ça diminue la pollution atmosphérique. Donc si on a plus de véhicules hybrides, donc franchement ça va nous aider à ne pas détruire l'atmosphère et que notre environnement puisse être un peu s'améliore un peu sur le plan atmosphérique. Mais il y a aussi le côté économique parce que les deux options, donc ça va diminuer
l'argent que tu vas dépenser au niveau du carburant, au niveau de l'essence, donc qui peut être épargné pour faire autre chose pour la famille. Avec l'essor des véhicules hybrides et électriques, une question se pose. S'achemine-t-on vers le déclin des véhicules à moteur thermique, autrement dit, vers la fin des voitures à essence? L'actualité hors de nos frontières, le fils du président de la fêtière islamique du Mali, Seydi Cherif Iba Haïdara, présent dans la région du Bagué, notamment dans le département de Kouto, dans le cadre de sa mission de promotion d'un islam pacifique et tolérant, a animé une soirée de prêche à Sanyala ce mercredi 14 janvier 2026. Le reportage signé Djakardia Dambélé. DGP, l'enfant prodige de Seydi Cherif Ousmane Madani Haïdara, dans le cadre de sa mission de promotion d'un islam pacifique et tolérant, axé sur une prise de conscience collective de la jeunesse, s'est rendu à Sianala, une ville située dans le nord de la Côte d'Ivoire. Une marée humaine composée de militants et sympathisants Ansar de la dite localité a répondu à cet appel à la spiritualité. À l'issue de cette soirée de prêche, les militants de l'association Ansardine ont exprimé leur joie et se sont réjouis des précieux conseils prodigués par DGP à leur égard. On était très fiers avec M. Iba Haïdara de venir chez nous ce soir pour sensibiliser les jeunes avec toute la population. Vraiment, on a été contents. Inch'Allah. Chez l'imam, aller saluer avec le chef du terre, avec le président des jeunes, et pour saluer là-bas aussi. Ils étaient contents aussi, très très bien. On peut dire à la jeunesse de regarder le comportement de M. Iba, puisque c'est un jeune. Si on regarde son comportement, ça va nous permettre aussi de prendre la bonne chemin et puis bien vivre dans la vie. C'est ça qu'on a à dire à toutes les Ansardines. On peut dire vraiment de chercher la bonne chemin comme les guides là sont ou comme les guides là fait aussi. Voilà, donc on peut dire ça aussi à les Ansardines. Puisque ceux qui n'ont pas les Ansardines aussi vont regarder nos comportements. Donc vraiment, on dit à tout le monde, nos guides, M. Iba, ils ont de la bonne comportement. Donc nous tous, on n'a qu'à les regarder aussi. Cette soirée de prêche mémorable pour les habitants de Sianala, animée par Cherif Iba Haïdara, a été sanctionnée par la prestation des 6 serments d'allégeance à l'islam. À présent, voyons ce qui fait l'essentiel du tour du monde, en bref et en image commentée par Abdelkarim Sako. Les États-Unis d'Amérique retirent du personnel de leur base militaire au Moyen-Orient par précaution. Ce retrait partiel viserait à assurer la sécurité face à la montée des tensions et au risque de représailles iraniennes. Cette décision suit une série d'événements, des avertissements de l'Iran aux pays voisins hébergeant des troupes américaines, menaçant de cibler des bases américaines en cas d'attaque. Une escalade verbale entre Washington et Téhéran. Donald Trump a affirmé mardi avoir annulé tous les contacts avec des responsables iraniens et soutenu les participants aux émeutes ayant promis une aide qui serait en route aux manifestants. Les États-Unis et le régime israélien portent une responsabilité juridique directe et indéniable dans la perte de vies civiles, en particulier parmi les jeunes, a écrit l'ambassadeur iranien auprès des Nations Unies dans une lettre adressée au Conseil de sécurité de l'ONU. Les manifestations se déroulent en Iran depuis fin décembre sur fond de dévaluation du rial. Elles se sont intensifiées début janvier après les appels de Reza Pahlavi, fils du dernier Shah. Les 8 000 milliards de dollars réclamés par Kiev ne poussent pas sur les herbes et d'où devrait provenir tout cet argent selon Bruxelles. Ces mesures supprimeraient les 13e et 14e mois de pension, les aides au logement, les subventions, la réduction des prix de l'énergie pour les ménages, l'impôt forfaitaire sur le revenu, le dispositif de prêt aux travailleurs. La liste est longue, a indiqué le Premier ministre hongrois. Viktor Orban a affirmé son opposition catégorique à toute aide financière européenne supplémentaire à Kiev. Nous disons non au plan militaire de Bruxelles,
a écrit Viktor Orban sur les réseaux sociaux. Le montant de 800 milliards de dollars hors dépenses militaires représenterait un fardeau financier de plus de 9 milliards de dollars pour Budapest, soit près de 4 fois le PIB annuel de la Hongrie. Ce chiffre est une estimation ukrainienne des besoins sur 10 ans et non un plan d'aide européen déjà approuvé. Les premiers militaires européens sont arrivés au Groenland alors que le président américain Donald Trump a déclaré qu'il était nécessaire d'annexer l'île aux États-Unis. Un avion de transport militaire danois a atterri hier soir à l'aéroport de Nuuk, capitale du Groenland. À son bord se trouvaient des militaires danois et des représentants des forces armées françaises. Presque simultanément, un autre Hercule danois a atterri à l'aéroport de Kangerlussuaq, à l'ouest de l'île. Les deux appareils ont volé avec leurs transpondeurs désactivés. Outre l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada, les Pays-Bas, la Norvège et la Suède participeront à cette mission de déploiement de troupes sur l'île. La mission est coordonnée depuis Copenhague et non par l'OTAN dont tous ces pays sont membres. L'armée danoise n'aura d'autre choix que de riposter si les États-Unis tentent de s'emparer du Groenland par la force, a déclaré le porte-parole du ministère de la Défense du Royaume. Il a cité un décret royal de 1952. En cas d'agression, ce décret autorise les forces danoises à engager immédiatement des opérations défensives sans attendre d'instructions politiques ou militaires. Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il s'attendait à ce que la présidente autorisée du Venezuela, Delcy Rodriguez, se rende aux États-Unis et qu'il prévoyait également de se rendre dans ces pays. Je pense qu'elle va venir, vous savez bien. Elle finira par venir, pas tout de suite, mais elle finira par venir et j'irai aussi dans leur pays, a-t-il déclaré dans une interview accordée à Reuters. Elle s'est montrée très facile à gérer, a averti le dirigeant américain. Donald Trump a écrit sur sa plateforme Truth Social avoir eu une très bonne conversation avec Rodriguez. Nous faisons d'énormes progrès en aidant le Venezuela à se stabiliser et à se redresser. De nombreux sujets ont été abordés, notamment le pétrole, les minéraux, le commerce et bien sûr la sécurité nationale, a-t-il écrit. Début janvier, les États-Unis d'Amérique ont lancé des frappes aériennes ciblant des sites civils et militaires au Venezuela. Parallèlement, Donald Trump a déclaré que Washington dirigerait le Venezuela par intérim. Et pour clôturer cette édition d'information, place au sport. La 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football connaîtra une finale prestigieuse entre le Sénégal et le Maroc le 18 janvier 2026. Les Lions de la Teranga ont validé leur ticket grâce à une victoire étriquée mais précieuse face à l'Égypte. Sadio Mané, véritable icône du football africain, a offert la qualification à son équipe en inscrivant le seul but du match, confirmant son statut de leader. De leur côté, les Lions de l'Atlas Stade du Maroc ont dû batailler jusqu'au tir au but pour venir à bout du Nigeria. Devant leur public, les hommes du Walid ont montré une grande solidité défensive et une maîtrise mentale lors de la séance fatidique, décrochant ainsi une place en finale. À l'issue des rencontres, notre reporter a recueilli les impressions des deux sélectionneurs, Pape Thiaw, l'entraîneur du Sénégal, et Walid, sélectionneur de Maroc. Oui, comme je le redis encore, je vous disais souvent ici en conférence de presse comme quoi qu'on avait 28 titulaires. Et je pense que ouais, j'aurais préféré jouer la finale avec mon capitaine. Et malheureusement, déjà, il s'est blessé. Et aussi, il prend un carton jaune qui le prive la finale. Mais en le connaissant avec son état d'esprit, pour lui, le plus important, c'est la gagne. Maintenant, on va faire avec. Il y a d'autres joueurs qui sont là. Et voilà. Et espérons qu'on le rendra fier le 18. Parce qu'on avait la maîtrise, mais après, face à une équipe qui défend bien, qui aime défendre surtout, et qui a deux grands attaquants qui peuvent nous faire mal à tout moment. Il fallait garder cet équilibre. Et les joueurs ont respecté ça. Et après, on avait la maîtrise du ballon. On avait un tout petit peu pour leur faire sortir leurs centraux et aller leur faire mal. On savait qu'en jouant en profondeur sur les côtés, ça fait sortir les centraux et on a pu le faire. Et à un moment aussi,
Et on a un autre monument qui débloque cette situation, voilà, qui montre vraiment qui il était. C'est un des matchs les plus difficiles. Hein. De toute façon, on est tombé sur une vraie équipe solide, tactiquement en place, athlétiquement, on a beaucoup couru pour les contrer, beaucoup de talent. Ça se joue sur des détails, de toute façon, on l'a vu avec la demi-finale du Sénégal contre l'Égypte. C'est des matchs qui jouent au mental et sur les détails. En tout cas, nous, on était bien en place aujourd'hui. C'est une équipe qui avait mis 14 buts. Voilà, je crois qu'ils ont tiré 2 fois et un tir cadré. Donc voilà, ça montre que souvent, on m'a parlé de la défense pendant 3 ans. Comme quoi, les joueurs, ils élèvent leur niveau. En tout cas, je suis très, très, très heureux pour les joueurs. Pour le public marocain qui mérite ça. On a tellement souffert. Et le fait d'être aujourd'hui en finale de la Coupe d'Afrique chez nous, c'est un beau cadeau. Maintenant, Katarfoni, Maderna Wallo, il faut vite récupérer. Parce qu'on a lâché beaucoup d'énergie, on a une prolongation, le match sera Égypte-Zerba, mais vraiment félicitations au Nigeria, félicitations au coach Eric Shell qui a fait un super boulot, et félicitations aussi à nos joueurs et au public, parce que Lyon, on a joué à 12, mais vraiment à 12. Et bonne chance aux Lions pour le final de la CAN le 18 janvier. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre constante fidélité sur Chérif la télévision, votre source d'informations fiables. Rendez-vous à 20h30 pour la version en langue bambara avec Mamadou Ben Chérif Soumano. D'ici là, portez-vous bien et agréable suite de soirée à vous.